Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis Madeleine Favre, chercheuse en histoire à l'Université de Lausanne. J'ai commencé une thèse de doctorat en août 2019 sur la santé en Valais au XVIIIe siècle. Et récemment, j'ai eu l'occasion de donner une conférence sur ce sujet à Hérémence le 29 février sur invitation de Patrimoine Hérémence. Et j'ai eu pas mal de demandes suite à cette conférence de gens qui n'avaient pas pu assister. Et j'avais pas forcément de texte à leur donner. Du coup, l'occasion du confinement m'a permis d'enregistrer cette présentation. Voilà. Donc là, déjà, sur la première page, j'ai choisi l'image un peu tronquée du tableau d'Albert Anker, Le Meige. C'est une version du tableau, il y en a une autre actuellement à la Fondation Janada. Mais bon, vous pouvez pas y aller non plus. Enfin bref. Et du coup, là, on voit le Meige, c'est vraiment un guérisseur, quelqu'un qui va préparer des remèdes, et on va le voir chez lui. Donc cette image, je trouvais cool pour commencer, même si c'est le 19e siècle et que moi je m'intéresse plutôt au 18e, mais il n'y a pas beaucoup d'images pour le 18e siècle, donc ce sera souvent des images du 19e. Voilà. Alors, cette vidéo va se dérouler en 2 temps. Dans la conférence, normalement, c'était tout en un, mais là, j'ai décidé de séparer vu qu'il y avait 2 parties plutôt distinctes. Donc, tout d'abord, la médecine, la gestion de la santé en Valais au 18e, plutôt générale, vers qui on se tourne en cas de problème, les liens entre religion et médecine. Et ensuite, la deuxième partie, vraiment axée sur le cas des mèches d'Hérémence. Là, ce sera une autre vidéo. Voilà, donc là, à nouveau, on voit une image de nouveau d'un guérisseur où là il pratique vraiment des opérations aussi. Là c'est plutôt au 17e. Voilà, donc pour commencer cette partie sur plutôt générale la santé en Valais au 18e, on va d'abord s'intéresser à pourquoi le 18e finalement. Pourquoi je m'intéresse au 18e ? Eh bien en fait, l'institutionnalisation de la santé commence réellement au 19e siècle. Et moi, j'aimerais voir comment ça se passe avant. On voit par exemple qu'en 1804, il y a un cours de sage-femme qui commence. En 1807, on a une loi sanitaire établissant un conseil de santé qui est chargé d'examiner les gens qui veulent pratiquer de la médecine et leur dire s'ils le peuvent ou pas, ou de leur retirer leurs droits. Et en 1812, la vaccination qui est imposée en Valais. Avant, bien sûr, il y avait eu des tentatives. Au XVIIIe siècle, il y avait déjà eu des règles comme quoi les médecins chirurgiens devaient être approuvés par les médecins du pays. C'était inscrit dans la loi, mais c'était pas du tout pratiqué. On donnait pas les moyens pour le faire. La prise en main de ces problèmes de santé se fait aussi avec l'aide des médecins valaisans, parce qu'en fait, à cette époque-là, le Valais est sous administration française, et c'est aussi ça qui donne l'impulsion de vraiment l'institutionnalisation, les Français qui amènent une administration plus forte. Avant, les médecins valaisans, pour se former à la médecine, ils étaient obligés de partir, car il n'y avait pas d'université pour se former à la médecine en Suisse. Et pour se faire une idée du nombre de médecins, en 1790, pour 58 000 habitants, on avait 6 à 7 médecins diplômés. Cette formation, ils la font dans les universités européennes. Donc là, je vous mets une carte avec la Suisse. Et les lieux de formation qu'on trouve entre 18 et 19e siècle pour les médecins en Valais. Souvent, ils allaient quand même à Montpellier. Et après, ça dépendait aussi de leur langue maternelle, l'allemand plutôt du côté allemand et le français plutôt du côté français. Donc, ces médecins valaisans qui ont été se former ailleurs ramènent des nouvelles connaissances et vont aussi améliorer la situation en Valais. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus par l'historienne Marie-France Vouillot-Burnier, pour ceux que ça intéresse. Ces médecins valaisans, là on a un des médecins valaisans, Georges Chrétien-Desloges, qui nous dit dans ses observations sur les épidémies les plus meurtrières, qui paraît en 1806, comment ils pensent les médecins valaisans. Donc, les médecins du Valais étudient dans les plus fameuses universités de l'Europe, et comme ce pays n'est pas riche, ils n'y vont pas simplement pour s'y amuser ou se faire voir. Au reste, il faut être habile médecin pour faire une belle cure dans les campagnes où l'on ne suit aucun régime, où l'aisance et le luxe pharmaceutique manquent, où enfin, des hommes simples n'entendent rien au charlatanisme scientifique, ne veulent point de phrases, mais être vite guéris.
Ils n'aiment pas mourir suivant les règles de l'art, encore moins appeler 4 médecins où il n'en faut qu'un ou point. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit déjà qu'en fait, à l'époque, être médecin, ça suffit pas pour vivre. On peut pas juste être médecin, car il n'y a pas assez de clients. Même s'ils sont 6 ou 7 pour les 58 000 habitants, ça ne suffit pas, les gens ne se tournent pas vers eux. Et d'ailleurs, souvent, les médecins, quand ils rentrent de leur étude, ils font un petit moment médecine et ils s'aperçoivent que ça marche pas, du coup, ils font autre chose avec, ils prennent une charge d'état, ou carrément ils arrêtent. Certains ont des terres pour récolter notamment des châtaignes à côté. C'est aussi intéressant, on voit que si on apprend la médecine officielle dans une ville, ça peut le faire, mais dans le milieu de la campagne, ce sera différent. Ça va être plus dur d'expliquer aux gens ce qu'ils ont et même juste d'être appelés parce qu'ils gèrent d'une autre manière leurs problèmes de santé. Donc finalement, vers qui se tourner en cas de problème ? D'abord au sein de la famille. Il y a cette culture médicale laïque. C'est juste ce que savent les gens de la famille pour soigner les remèdes familiales finalement. Jadis, on naissait, on vivait, on souffrait, on mourait dans la même maison. Et c'est au sein de la famille qu'on utilise cette thérapeutique transmise de génération en génération, une automédication traditionnelle. Et si ça suffit pour des maladies chroniques peu évolutives ou des petits problèmes, on se contente de ça. Après, si on fait face à quelque chose de plus grave ou qu'on n'arrive pas à traiter, on peut se tourner du coup vers le détenteur de secrets, le rabilleur ou le connaisseur de simples. Et là, je mets au masculin parce que c'est plus simple comme ça, mais il y avait aussi, bien évidemment, des femmes. On verra notamment dans la vidéo suivante l'exemple d'une femme guérisseuse. Donc, les détenteurs d'un don, c'est souvent... détenteurs d'un don ou de secret, c'est souvent des gens qui ont une formule sur un bout de papier, qui guérissent habituellement qu'une seule affection, des dartres, des maux de dents, arrêter le sang, enlever un mal. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a toujours en Valais, les détenteurs de secret. Il y a même une application pour le téléphone où on a la liste suivant ce qu'on a et on peut appeler directement ou envoyer un SMS aux gens. Voilà. Donc après, les rabilleurs, ça c'est ceux qui vraiment remettent les membres démis, luxés ou réduisent les fractures. Et finalement, le connaisseur de simple, c'est finalement une sorte d'herboriste. Il recommande quelle tisane prendre pour quel mot. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose à pas oublier, c'est les ecclésiastiques. L'intervention des ecclésiastiques dans l'art médical était très courant. C'est notamment les curés ou les vicaires qui connaissent aussi des simples ou qui lisent des livres de vulgarisation médicale, qui vont mettre leur savoir à disposition de leur communauté et émettre certains principes d'hygiène. Donc ils ont un rôle non négligeable dans la médecine à l'époque. Après, le mage ou le médecin, donc là vraiment dernier recours. Le médecin qui réside plutôt en ville, qui est au service d'une clientèle plutôt aisée et qui pratique la médecine officielle qu'il a appris dans les universités. Ou le mage. Ces deux mots ont la même racine, ce qui montre qu'ils jouissaient d'une considération comparable. Les mages seront plutôt dans les villages, souvent dans les vallées alpines, et c'est des empiriques autodidactes. Ils n'ont pas été à l'université, c'est soit transmis dans la famille, soit aussi avec des livres. Il y a des familles de mages, on retrouve dans certaines vallées, par exemple, vers Salvan, il y aura les Fourniers, à Saviès, ce sera les Dubuis, au Val d'Illier, il y a les Rochets sur plusieurs générations, et à Hérémence, les Bourdins d'Ayer. Et finalement, vers qui se tourner, il reste encore la religion. Donc, médecine et religion, à l'époque, je me suis vite rendu compte dans mes recherches, c'est vraiment deux réalités inextricables. Déjà, les recettes de guérison qu'on retrouve aux archives sont souvent vraiment empreintes de religion. Après, même les médecins officiels, c'est un peu flou, ils ont recours à des pratiques plutôt spirituelles, comme Hildebrand Schiner, qu'on voit dans cet extrait, sorti en 1812, un livre qui décrit le département du Simplon. Donc, quoique médecin de mon état, qu'on dit d'ailleurs assez incrédule, que j'ai moi-même vu plusieurs guérisons arriver sur sa tombe, dont des médecins savants
avait désespéré. Et je vis confiant que moi et les miens avons déjà plusieurs fois aussi senti les effets heureux de son invocation sincère dans diverses maladies. Donc là, en fait, il parle du pèlerinage sur la tombe du chanoine Mathiasville. C'était un chanoine en fait du XVIIe siècle, il me semble, qui soignait déjà de son vivant des personnes. Et après sa mort, on dit qu'aller sur sa tombe en pèlerinage permet d'être soigné de certains maux. Et là, on voit un médecin officiel qui a été étudié à Montpellier témoigner que ça fonctionne. Les pèlerinages, donc on avait vu, que les ecclésiastiques sont aussi investis dans la conservation de la santé. Et finalement, il y a l'intercession des saints qui peut se faire soit à travers les pèlerinages, comme on a vu pour ce chanoine Mathiasville, qui n'est pas forcément un saint, mais une personne qui a eu une vie spirituelle importante. Et donc, les pèlerinages, les Valaisans vont en pèlerinage soit dans des chapelles valaisannes, comme par exemple dans cette peinture, on voit le Longeborgne, ou parfois hors du canton, comme par exemple à Einsiedeln. On a beaucoup de traces de Valaisans qui ont été à Einsiedeln, à Notre-Dame-des-Ermites, ou encore à Bulle, à Fribourg, à Notre-Dame-des-Marches, pour demander une guérison ou remercier d'une guérison exaucée. Et il reste encore les ex-voto, qui sont une pratique que j'aime beaucoup, car il nous reste vraiment des traces actuellement dans les chapelles valaisannes de ces ex-voto. L'ex-voto est utilisé, là je vous mets un exemple, soit pour remercier, on parle d'un ex-voto gratulatoire, c'est plus souvent le cas normalement, ou alors pour demander une grâce, un ex-voto propitiatoire. Alors dans les églises, on voit encore, notamment à la chapelle de l'Abbatiat ou à Longeborgne, ces petites peintures accrochées au mur. Elles sont tout le temps construites à peu près selon la même structure, les demandants en bas, donc la personne qui remercie ou qui demande un vœu, plutôt dans le bas du tableau. Ensuite, une séparation, souvent avec des petits nuages ou bien plus structurelle, avec les cieux, dans lequel il y aura les intercesseurs, les saints ou la Vierge Marie. Et souvent, le vœu est représenté. On comprend ce qui se passe dans le tableau. Donc là, on voit par exemple que c'est sur une naissance, avec la maman et l'enfant juste à côté. Sinon, un autre exemple, là on voit qu'il y a une scène de maladie, car ces ex-voto sont vraiment chouettes, car il y a beaucoup de scènes de maladies, de guérisons, d'accidents, de rapports avec la médecine qui sont représentées et qu'on retrouve encore là. On voit le malade au lit et la famille qui prie la Sainte Vierge. Et pour finir, un autre exemple où là on a une famille complète aussi qui prie plusieurs personnages. On a notamment la Marie des 7 douleurs avec le corps du Christ, avec 7 poignards enfoncés dans son corps. Toute une série de saints qui encadrent le tableau, avec de gauche à droite Sainte Catherine, Sainte Anne, Saint Antoine et Saint Benoît, et bien sûr tout au sommet la Sainte Trinité. Donc, pourquoi plusieurs personnages ? Eh bien en fait, on a un curé du XVIIIe siècle qui nous explique que c'était pour faire une bonne dévotion à quelques saints et être sûr d'être écouté, pour quelle maladie et affliction que ce soit, il faut, en s'adressant à différents saints selon les diverses maladies, réciter le matin à jeun et même avant jour 9 fois 9 pater, ave, autant de credo, tout doit céder à cette dévotion. Donc en fait, on voit que suivant la maladie, il va falloir s'adresser à un saint spécifique. Donc là, on voit que cette famille avait mis un peu toutes les chances de son côté. Pour les saints, par exemple, si on a des maux de dents, on va s'adresser à Sainte Apollonie, car dans son martyre, on lui avait arraché toutes les dents. Si on a des maux de ventre, on se tournera vers Saint Érasme, dont on avait complètement retiré les entrailles comme martyr. Pour la vue, ce sera Sainte Claire, et là c'est autre chose, c'est plus un jeu de mots, voir clair, la vue, et il y a plein de choses qu'on essaie de raccrocher. Saint Blaise pour la gorge, avec peut-être l'allemand Blasen de la gorge, enfin bref, toute une série de saints qu'on arrive à raccrocher à des afflictions et qu'on prie ou qu'on demande spécifiquement. Voilà. Vers la religion, il y a aussi quelque chose d'important, qu'on voit l'importance de la religion dans la vie de l'époque, c'est les sages-femmes. Déjà, les sages-femmes, en fait, sont nommées par les curés de paroisse.
Elles sont formées au sacrement du baptême en cas d'urgence. Donc déjà, on voit qu'elles sont nommées par les curés de paroisse, c'est plus pour leurs sentiments religieux que pour leurs aptitudes médicales. Et comme on voit dans cet extrait, c'est une reproduction d'un mandat de l'abbé de Saint-Maurice à ses juridictionnaires de Salvan et de Choé en 1645. Donc là, on voit à toutes les femmes qui font estate dans notre juridiction spirituelle et temporelle de recevoir les enfants qui viennent au monde, que nous appelons sages-femmes, salut et bénédiction. Nous mandons et commandons, sous la peine de désobéissance, qu'elles aient à se faire instruire par nos curés de la façon de baptiser pour s'en servir à la nécessité, afin qu'en après, les enfants puissent être apportés en temps propre pour recevoir en l'église paroissiale et propre de chaque lieu les autres bénédictions, onctions et cérémonies par les mains de leur propre curé ou vicaire. Donc on voit que c'est super important que les sages-femmes soient là pour donner le baptême, si tout d'un coup l'enfant n'est pas sûr de vivre très longtemps, afin qu'il puisse échapper aux fameuses limbes. Donc cet espace qui n'est ni le paradis ni l'enfer, c'est entre deux. Et voilà, ça c'était vraiment leur but premier. Et on peut voir vraiment l'importance de cette pratique avec les sanctuaires à répit. C'est un phénomène particulier, vraiment afin d'éviter les limbes aussi aux enfants qui sont morts en fait sans le baptême. Donc là, la sage-femme n'a pas eu le temps de baptiser l'enfant qui était à moitié vivant. Il existe une parade, c'est ces fameux sanctuaires à répit, et on a la chance de posséder la description d'un cas de répit raconté par le curé de Finhaut en 1769. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, 17 mai 1769, par un admirable miracle de l'infinie miséricorde de Dieu, a été baptisé, selon ce qui m'a été rapporté, un enfant de Jean-Jacques Gadécombe, mort 3 mois après sa conception. Afin qu'il ne soit pas privé de la grâce du baptême, il a été extrait des entrailles de sa mère, sitôt après le décès de celle-ci. Par l'intercession de la bienheureuse et miséricordieuse Vierge Marie du pont de l'Abbatiat, l'enfant a laissé apparaître une merveilleuse vigueur de vie, car Dieu, dans sa grande miséricorde, ne veut que personne ne périsse, si ce n'est par la propre faute de l'homme. Donc voilà. Donc, vous l'aurez bien compris, il s'agit d'extraire le fœtus ou le bébé du ventre de sa mère morte, afin de l'amener dans un lieu spécifique pour pouvoir pratiquer le répit. Donc le répit, on va le pratiquer souvent en fait en plaçant l'enfant dans l'église et en mettant au devant de sa bouche soit une plume, soit une flamme de bougie. Et on attend de voir si la plume ou la flamme de bougie bouge un petit peu. Et si elle bouge, ça voudra dire que Dieu a envoyé un souffle de vie, que l'enfant a pu reprendre vie. Et alors là, il faut vite le baptiser avant qu'il ne remeure. Et dans ce cas-là, c'est bon, alors il est baptisé et il ira au paradis. Et du coup, on apprend aussi dans ce texte qu'il y avait un de ces sanctuaires-là à Martigny, à l'Abbatiat. Donc Vierge Marie du pont de l'Abbatiat, c'est la chapelle de l'Abbatiat qu'on trouve encore aujourd'hui, où il y a encore beaucoup d'ex-voto. Et bon, bien sûr, on se dit, ce souffle de Dieu à Martigny, avec tout le vent qu'il y a, ça a dû bien fonctionner. Et j'étais aussi contente d'avoir trouvé, en fait, une image d'un ex-voto qui montre cette pratique du sanctuaire à répit, un ex-voto, par contre, italien, où on voit, en fait, vraiment le curé qui regarde le bébé pour voir s'il y a le signe de vie et qui s'apprête à le baptiser, et à côté sûrement la mère ou quelqu'un de la famille qui est très, très triste, comme on le voit. Voilà. Donc on a pu voir que la médecine en Valais, déjà, il n'y avait pas beaucoup de médecins, que ces médecins étaient formés dans les universités, que du coup on se tournait vers qui? La famille, la religion pour plein de domaines, ces mages autodidactes, ces détenteurs de secrets, voilà. Donc on se fait une idée un peu du panorama de la situation médicale et sanitaire en Valais au XVIIIe siècle. Donc je vous remercie de votre attention.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires ou à me contacter, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, je suis au début de mes recherches, donc si vous avez quelque chose à redire ou des questions, ça peut toujours m'intéresser. Je vous laisse ici pour cette première partie de la conférence, et je ferai une autre vidéo sur spécifiquement les mèges d'Hérémence, pour voir vraiment comment ça se passait, qui étaient ces mèges, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça se mettait de génération en génération. Voilà. Alors maintenant je vais arrêter la vidéo. Merci.